Bonjour à tous, bienvenue à ce 17e point de presse du ministère des Armées de l'année 2022. Je vais commencer classiquement par vous présenter les points saillants des agendas, d'abord du ministre des Armées, M. Sébastien Lecornu, ensuite des deux secrétaires d'État, Mme Patricia Miralles, chargée de la mémoire et des anciens combattants auprès de M. Lecornu, et Mme Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel auprès du ministre de l'Éducation nationale et du ministre des Armées. J'évoquerai ensuite les actualités du ministère, puis exceptionnellement aujourd'hui, nous ferons deux focus thématiques. Le premier sur le plan de sobriété énergétique du ministère, qui vous sera présenté par Mme Sylviane Bourguet. Mme Sylviane Bourguet est la directrice des territoires, de l'immobilier et de l'environnement au sein du ministère. Le second focus thématique sera sur le symposium des marines du Golfe de Guinée et il vous sera présenté par le contre-amiral Jean-Mathieu Ray, qui coordonne les relations internationales de la marine. Et enfin, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, vous fera le point sur les opérations. Je commence par l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Avant-hier, mardi 11 octobre, il était auditionné par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Il y a rendu compte de la décision prise la veille au soir par le président de la République sur proposition du chef d'état-major des armées. Cette décision, c'est le rehaussement de notre posture défensive sur le flanc est de l'Europe et de l'Alliance Atlantique en déployant une compagnie renforcée de véhicules blindés de combat de l'infanterie ainsi que d'un escadron de chars Leclerc en Roumanie, des Rafales en Lituanie et une compagnie d'infanterie légère en Estonie. Le colonel Gaudier reviendra tout à l'heure sur cette annonce, donc je n'en dis pas plus à ce stade. Le ministre des Armées participait hier 12 octobre à Bruxelles à la réunion du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, format qu'on appelle format Rammstein, afin d'échanger avec nos partenaires sur le soutien à l'Ukraine face à l'agression russe. Il y a réaffirmé la détermination de la France à poursuivre la livraison de capacités opérationnelles complètes à l'Ukraine, complètes au sens qu'elles comprennent les équipements, le carburant et les munitions, mais aussi la formation opérationnelle des militaires et des équipes de maintenance. Il y a ensuite présenté le nouveau volet du soutien militaire français à l'Ukraine, avec la création du fonds spécial annoncé par le président de la République vendredi dernier à Prague, fonds qui est doté dans un premier temps de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, il participe à la réunion ministérielle de l'OTAN à Bruxelles toujours, et il sera demain, vendredi 14 octobre, à l'école polytechnique, où il présidera la cérémonie de prise de fonction de l'ingénieur général de l'armement Laura Chobard, qui est la nouvelle directrice générale de l'école polytechnique. Le 18 octobre, mardi prochain, il se déplacera sur le salon Euronaval, qui ouvrira ses portes mardi matin au parc des expositions de Paris-le-Bourget. Je dirai un mot des enjeux de ce salon tout à l'heure. Madame Patricia Miralles, aujourd'hui, inaugure le parcours mémoriel sur l'histoire des enfants juifs, des justes et des résistants de la ville de Moissac dans le Tarn-et-Garonne, exposition réalisée par des lycéens de classe de défense. Elle sera demain toujours dans le Tarn-et-Garonne à Montauban, où elle visitera le carré militaire du cimetière urbain, avant de visiter une exposition intitulée 13 Chibani et d'échanger avec des représentants de la Fédération des harkis du Tarn-et-Garonne. La secrétaire d'État à la jeunesse et au service national universel sera le mardi 18 octobre, participera à la cérémonie en hommage aux combattants français d'Algérie que présidera le président de la République et à l'occasion de laquelle seront remises un certain nombre de décorations. Je passe maintenant au sujet d'actualité. Parce que nous en avons l'occasion aujourd'hui, je vais aller en matière d'équipement de l'amont vers l'aval, en commençant depuis offre industrielle, en l'occurrence maritime, qui sera présentée au salon Euronaval, jusqu'aux livraisons dans les forces, en passant par les réceptions de la délégation générale à l'armement. Comme je l'ai évoqué dans l'agenda du ministre, le salon Euronaval se tient du 18 au 21 octobre au parc d'exposition de Paris-le-Bourget. Le ministère des Armées y tiendra un espace qui présentera un large spectre capacitaire, renouvelé et modernisé. Élaboré par la DGA, conjointement avec l'état-major des armées, la marine nationale et en lien avec la base industrielle de technologie et de défense, les systèmes d'armes qui y seront présentés améliorent les capacités d'observation et d'intervention de la marine afin d'offrir à la France les moyens d'exercer pleinement sa souveraineté, de protéger nos concitoyens et nos intérêts, jusque dans l'hypothèse d'un engagement majeur. L'espace dédié du ministère des Armées sera réparti en plusieurs secteurs. Un secteur innovation, un secteur soutien et expertise de la DGA, ou encore un secteur consacré aux capacités de combat futures de la marine
en haute intensité. Vous pourrez y voir par exemple une maquette du porte-avions nouvelle génération, mais aussi les capacités développées en matière de maîtrise des fonds marins, une problématique qui a été récemment remise ou mise sur le devant de la scène avec le sabotage des gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Ces fonds marins sont d'un intérêt stratégique pour la France. Je rappelle que la France dispose du deuxième espace maritime mondial avec 10,8 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, dont 97% en Outre-mer. Intérêt stratégique majeur des fonds marins, en raison notamment de la présence de nombreux câbles sous-marins, ainsi que de ressources en énergie et en métaux rares. La France, vous le savez, est déterminée à agir dans ce nouvel espace de conflictualité et s'est dotée, ça vous a été présenté en février 2022, d'une stratégie de maîtrise, d'une stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins. Au-delà d'Euronaval, la fonction renseignement fait-elle l'objet d'investissements importants ? La DGA a ainsi notifié le 10 octobre à la PME français Preligens un marché dénommé Tornade. Tornade, cet acronyme, désigne traitement optique et radar par neurones artificiels via détecteur. Ce marché porte sur l'acquisition de licences logicielles qui permettent le traitement par une intelligence artificielle de grandes masses de données. Il représente au total une enveloppe de 240 millions d'euros sur une durée de 7 ans. Ce marché permettra, avec ces licences logicielles acquises, de répondre aux besoins d'accéder rapidement à un renseignement précis et pertinent dans une grande masse de données, comme je l'ai dit tout à l'heure. Très concrètement, par exemple, il s'agit de pouvoir créer quasiment automatiquement des cartes à partir d'images satellites ou de détecter dans les images des objets particuliers, aussi bien dans le domaine du visible, de l'infrarouge, que de l'imagerie radar. Au-delà des marchés, les essais d'équipements de matériel font aussi pleinement partie du développement capacitaire. Et dans ce domaine, les tirs d'essai d'un armement anti-char de tir au-delà de la vue directe, qu'on appelle TAVD, ont eu lieu avec succès à Chypre le 29 septembre dernier. Le tir au-delà de la vue directe d'un missile anti-char consiste à tirer sur une cible qui n'est pas visible par le tireur, mais grâce à une observation effectuée soit par un personnel de son groupe, soit par un capteur, mais qui sont déportés. Ce projet, qui s'appelle Lynkeus, est réalisé dans le cadre du programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense. Il est porté par 11 industriels de France, de Belgique et de Chypre. Cette coopération particulière vise à disposer prochainement d'un type de missile sol-sol moyenne portée de 5e génération qui permettra d'harmoniser les équipements et de répondre aux exigences d'autonomie et de souveraineté européenne. Et avant d'être livrés aux forces, les équipements, vous le savez, sont ce qu'on appelle réceptionnés par la Délégation générale de l'armement. Ainsi, 100 nouveaux véhicules VT4 supplémentaires viennent d'être réceptionnés. Ça porte à 1000 le nombre de véhicules réceptionnés cette année sur les 1200 qui sont attendus. Et au total, à 4000 VT4 réceptionnés et livrés dans les forces depuis le lancement du programme. La cible dans la loi de programmation militaire est de 4380 VT4, 3980 pour l'armée de terre, les autres étant destinés à l'armée de l'air et de l'espace, à la marine nationale, au service de l'énergie opérationnelle et au service interarmé des munitions. De même, au titre des réceptions, la DGA a réceptionné le dernier lot de 9600 pistolets semi-automatiques commandés le 26 avril de cette année. Avec cette dernière réception, l'ensemble des 74 600 pistolets semi-automatiques commandés aura été livré dans les forces en moins de 2 ans. La répartition de ces armes est la suivante: 80% pour l'armée de terre, 20% pour l'armée de l'air et de l'espace, la marine nationale et les services interarmés. Après les réceptions par la DGA, viennent les livraisons dans les forces. 4 nouveaux véhicules Serval ont été livrés le 4 octobre dernier à l'armée de terre, plus précisément au centre d'appui et de préparation au combat interarmes, au 51e régiment d'infanterie de Mourmelon. Vous le savez, le Serval, qui est produit par les entreprises françaises Nexter et Texelis, est un des véhicules du programme Scorpion. Il est particulièrement maniable, il est conçu pour aller au contact dans des zones où intervient l'ennemi, et dans sa version de patrouille blindée, il est également engagé en échelon d'urgence. Il renforcera aussi les moyens déployés au sein des forces terrestres pour l'appui et pour le soutien. L'objectif de livraison en 2022, c'est de 60 Serval, et la cible à l'horizon 2030, est de 978 véhicules.
Tous ces équipements qui sont conçus, qui sont développés, qui sont commandés, qui sont réceptionnés, qui sont livrés, il faut d'abord en maîtriser l'utilisation. Et c'est tout l'objet de la préparation opérationnelle. Cette préparation opérationnelle, du plus petit échelon jusqu'aux plus grands états-majors, elle se fait bien sûr au sein de nos forces. Elle se fait aussi avec nos alliés, nos pays partenaires, au cours d'exercices interalliés. Et ainsi, du 17 au 28 octobre, 300 militaires de la brigade franco-allemande participeront à l'exercice Feldberg aux côtés de 2350 militaires allemands dans le camp de Bergen, dans la région de Münster, en Allemagne. Cet exercice vise à développer l'interopérabilité des alliés dans le cadre de l'hypothèse d'engagement majeur. Cette préparation opérationnelle, elle implique bien sûr les hommes et les femmes. Elle implique aussi, vous le savez, les chiens militaires, et un concours est une forme d'aboutissement de cette préparation opérationnelle, mais aussi un émulateur puissant. Le championnat national du chien militaire, qui sera organisé par le 132e régiment d'infanterie cynotechnique, aura lieu à Suippes du 17 au 22 octobre prochain. Il mettra en compétition les meilleurs binômes maître-chien autour de plusieurs épreuves réparties en 3 niveaux. La patrouille, le dressage et l'intervention. Il y aura au-delà des tests de pistage. Enfin, se préparer, c'est aussi tirer les conséquences des dernières crises pour pouvoir mieux y faire face et enrichir la réflexion doctrinale. C'est l'objet d'un colloque qui a lieu en ce moment, Covid-19, Anticipation, Résilience, qui a lieu en ce moment à Paris. L'ambition de ce colloque, qui est organisé par la chaire territoriale nationale du Centre de recherche de l'Académie de Saint-Cyr-Quidan, en partenariat avec le commandementaire du territoire national et l'Université canadienne de Sherbrooke, est de mener une réflexion sur la résilience et l'absorption du choc causé par le Covid au travers des prismes historiques, opérationnels, scientifiques et sociologiques. Le but est évidemment d'en tirer des enseignements utiles. Les minutes de ce colloque seront disponibles auprès de l'Académie de Saint-Cyr-Quidan dans les mois qui viennent. Mais disposer d'équipements, s'entraîner, réfléchir, développer une doctrine ne suffit pas pour faire la guerre. Il faut aussi des combattants, et l'amélioration du quotidien du soldat est une des priorités du ministre des Armées qui vient de lancer une opération poignée de porte. En effet, malgré les efforts faits ces dernières années, certaines des infrastructures du ministère pâtissent toujours d'un sous-investissement de nombreuses années. Cette opération poignée de porte, elle désigne 1200 chantiers et petits travaux qui ont été identifiés comme prioritaires et qui visent à améliorer rapidement la vie courante du militaire. Parce qu'il s'agit de la vraie vie quotidienne de nos soldats, de nos aviateurs, de nos marins, dans nos unités, dans les régiments, sur les ports ou dans nos bases aériennes. La vraie vie quotidienne, c'est d'améliorer par exemple l'éclairage, de remplacer des planchers, de rejoindre des murs, de les repeindre, de refaire des sanitaires et des commodités, de changer des portes, des fenêtres, de changer jusqu'aux poignées de porte, vous savez, celles qui vous lâchent lorsque vous essayez d'ouvrir une porte. Pour un budget d'environ 40 millions d'euros, ces travaux seront engagés à l'initiative des acteurs locaux, avec et dans le tissu économique local de chacun des territoires concernés. Et puisque je parle de territoire, je voudrais ici dire un mot de la capacité du ministère à dynamiser un territoire, non seulement lorsqu'il s'implante nouvellement dans un territoire, ça c'est l'évidence, mais également lorsque nous quittons une emprise. Et un exemple éclairant, celui que je veux donner aujourd'hui, c'est celui de l'ancienne base aérienne de Châteaudun. Elle est devenue un élément air rattaché en 2015 et elle vient d'être transférée à la communauté de communes du Grand Châteaudun le 1er octobre dernier, il y a donc 15 jours. Dans une logique de réhabilitation durable et conformément à la stratégie énergétique de défense, ce site qui représente 450 hectares est d'ores et déjà valorisé par la collectivité, notamment par l'implantation prochaine d'un parc photovoltaïque de 80 hectares et la création de 450 emplois. Je vous signale dans la salle la présence de Mme Bonmartel Couloum, je ne la vois pas, oui, elle est là-bas, qui est la déléguée ministérielle à l'accompagnement régional et l'un des acteurs qui a permis le succès de ce transfert. Elle se fera une joie de répondre à vos questions. Enfin, au cœur du territoire, et toujours, il y a les réserves. Et tous les ans, les Journées nationales des réserves. Cette année, leur lancement aura lieu demain, vendredi 14 octobre, à l'occasion des Journées de la Garde nationale qui se dérouleront à la Cité internationale universitaire de Paris. Pensez sur le thème réserviste au cœur du territoire, le mois des JNR, le mois de ces Journées nationales des réserves, sera marqué par des événements sur tout le territoire français afin de faire connaître et de valoriser l'engagement de nos réservistes au sein, au profit de nos armées.
Cette opération se déroule dans un contexte de refonte de la garde nationale. Le ministre des Armées a récemment lancé un groupe de travail pour susciter l'engagement au sein de la réserve, en particulier pour susciter l'engagement chez les jeunes Français qui souhaiteraient participer à la protection de la nation sans être engagés dans les armées d'active. L'objectif final, vous le savez, le ministre l'a dit dans une interview au Figaro, il me semble, il y a maintenant quelques semaines, c'est de doubler le nombre des réservistes. Et comme il l'a signalé, contribuer à la défense de son pays doit devenir un droit. Chaque Français doit pouvoir s'engager comme réserviste militaire et participer à la protection de la nation. Je n'en dis pas plus aujourd'hui parce que ces journées nationales des réservistes feront l'objet du focus thématique du point presse de la semaine prochaine, qui vous sera présenté par le général de division Gaspari, qui est le secrétaire général de la Garde nationale. Enfin, et pour terminer, avant de passer la parole à nos intervenants, un mot quant à nos blessés, qui sont toujours, vous le savez, au cœur de nos pensées et de notre attention. Le samedi 15 octobre, sur le terrain militaire de Lavogine, à Draguignan, le personnel de la garnison se mobilisera pour proposer un événement baptisé « Avec nos héros ». La journée sera rythmée par des activités ludiques et pédagogiques destinées aux blessés et à leurs familles. Vous êtes tous conviés à participer à cet événement de cohésion et de partage en l'honneur de nos blessés qui ont été touchés au service de la France dans leur chair et dans leur esprit. Et par ailleurs, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre organise du 17 au 21 octobre des journées parapente bien-être à destination des blessés psychiques. Dans le cadre du parcours de reconstruction des blessés, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre propose différents stages sportifs tout au long de cette reconstruction, dont l'expérience montre qu'elle est particulièrement pertinente pour leur réadaptation. À ce stade et sur les sujets que nous venons d'aborder, y a-t-il des questions en commençant par la salle ? Et en audio ? Dans la salle, M. Samama. Oui, juste une question. Hier, le président de la République a parlé de l'envoi de aérienne en Ukraine. Oui. Bonjour, Pascal Samama, BFM Business. Hier, le président de la République a parlé de l'envoi, dans les prochaines semaines, disait-il, de batteries anti-aériennes en Ukraine. Est-ce qu'on peut savoir de quel système il s'agit et ça veut dire quoi dans les prochaines semaines? Alors, j'ai dit tout à l'heure que le colonel Gaudière aborderait ce point au moment du point opérationnel. Donc, ok, merci. Cette question trouvera sa réponse tout à l'heure. Y a-t-il des questions en audio? Pardon, M. Raffray. Question en audio. Il y a encore une question dans la salle, pardon. Ça y est, ça marche. Bonjour, mon général. Une petite précision sur le fonds dont la création a été annoncée par le président à Prague, 100 millions. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est un fonds français, un fonds européen. Est-ce que vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît? C'est un fonds français et c'est pour le moment une enveloppe dans laquelle les Ukrainiens peuvent venir acheter, et notamment auprès des BITD, de la BITD française. Ok, merci beaucoup. En audio maintenant. Toujours pas de questions. Donc nous allons passer au focus thématique et à commencer par le plan de sobriété énergétique du ministère des Armées. Je vais, juste avant de céder la parole à Madame Bourguet, en dire deux mots. Elle va vous expliquer la déclinaison par le ministère des Armées du plan de sobriété énergétique présenté par la Première ministre, Madame Elisabeth Borne, et par Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, jeudi dernier. Le ministère des Armées n'a pas attendu 2022 ni aujourd'hui pour réguler ses dépenses et entamer sa transition énergétique. Pour vous donner un chiffre, deux chiffres, depuis 2010, la consommation totale du parc immobilier de la Défense a baissé de plus de 20%. Et les consommations en énergie fossile et gaz à effet de serre associés ont été réduites de près de 30%. Pour accentuer ces efforts, une stratégie énergétique de défense, je l'ai évoqué tout à l'heure, a été lancée en septembre 2020 pour consommer encore moins et consommer encore mieux. Plus récemment encore, je vais citer deux initiatives de cette année, la stratégie climat et défense en avril 2022 et la nomination du général d'armée aérienne Éric Hautelet comme délégué climat. Il est chargé d'assurer la coordination de l'action du ministère dans ce domaine. Le ministère des Armées prendra donc toute sa part dans le plan de sobriété énergétique nationale, dont va maintenant vous parler Madame Bourguet. Madame la directrice, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous.
je ne vais pas revenir sur le constat qui a été partagé et présenté par la Première ministre et l'ensemble des ministres autour d'elle jeudi dernier dans le cadre de la présentation du plan de sobriété gouvernemental. Mais ce constat nous impose à tous un effort collectif pour réduire les consommations d'énergie et puis surtout pérenniser cette sobriété, tout en garantissant les missions prioritaires de défense, puisque ce qui compte aujourd'hui au ministère des Armées, c'est de faire en sorte que l'ensemble des mesures qui seront mises en œuvre soient compatibles avec l'ensemble des activités opérationnelles et non opérationnelles. Et si l'énergie est indispensable à toutes les activités du ministère, l'engagement dans la transition énergétique doit être à la hauteur de ces enjeux, raison pour laquelle, comme vous l'avez précisé, Général, le ministère s'est doté il y a 2 ans, d'une stratégie énergétique de défense qu'il ne s'agit pas de remettre en cause, mais bien aujourd'hui d'amplifier par des mesures de sobriété adaptées. Donc, cette stratégie énergétique de défense, elle a intégré une stratégie ministérielle de performance énergétique préexistante et a permis de décliner une politique de l'énergie opérationnelle, avec l'idée qui était au cœur de la stratégie énergétique de défense, qui est que la transition énergétique doit être avant tout un atout opérationnel, mais également qu'il était nécessaire, au regard de l'empreinte foncière et immobilière du ministère des Armées, d'inscrire le ministère de manière très ferme dans une démarche de décarbonation pour permettre aussi d'atteindre les objectifs qui sont ceux de l'État d'atteindre la neutralité carbone en 2050. On ne souhaitait pas non plus faire en sorte que l'on se substitue à d'autres démarches existantes, et notamment depuis cette année, le ministère s'est doté d'un document stratégique dans le domaine de la sobriété numérique, ni remettre en cause l'ensemble des démarches menées dans le cadre de la démarche service public éco-responsable qui avait été lancée par le gouvernement en 2020. Et donc l'ensemble des mesures qui sont présentées dans le plan d'accélération de la sobriété énergétique, justement accélèrent, amplifient un certain nombre de démarches préalablement engagées afin de les mettre en œuvre dans les 2 prochaines années pour atteindre l'objectif de 10% d'économie d'énergie en 2 ans qui a été annoncé sur les énergies non opérationnelles du ministère des Armées. Alors, quelques données de référence vous sont affichées pour vous montrer quelle est notre responsabilité et que la responsabilité en la matière est importante. Avoir en tête que sur l'ensemble des chiffres, 60% de notre consommation d'énergie vise des énergies de mobilité, avec majoritairement l'utilisation du carboréacteur à usage aéronautique, et 20% pour les énergies d'infrastructure. Mais ces 27% pour les énergies d'infrastructure, quand on les ramène à l'ensemble de notre parc qui est de 24,4 millions de mètres carrés de surface utile, on voit que les efforts en la matière peuvent être faits et peuvent concourir de manière significative aux objectifs gouvernementaux. Ce qui est important aussi pour le ministère des Armées, c'est que l'activité sur nos emprises n'est pas linéaire au regard de l'activité des forces, de l'engagement qui est opéré, et qu'on puisse mettre en place dans le cadre de ce plan de sobriété des mesures de suivi localement, emprise par emprise, avec une mise en responsabilité des chefs d'emprise et des chefs de corps sur l'ensemble de la démarche. C'est pour ça que le plan de sobriété énergétique vise un périmètre d'ensemble des 3 grands subordonnés du ministère des Armées, l'état-major, la délégation générale pour l'armement, le secrétariat général pour l'administration et l'ensemble des établissements publics et opérateurs sous tutelle, et que l'on va également essayer d'inciter au mieux l'ensemble des entreprises de la BITD. Alors, en tant que fonctionnaire au développement durable, je suis responsable du pilotage et du reporting interministériel sur ce plan. L'état-major des armées s'est organisé pour assurer, au regard de ses responsabilités en matière de gestion de crise, une gestion de crise énergétique qui pourrait arriver durant les prochains hivers, et une mise en relation beaucoup plus fine avec l'ensemble des opérateurs énergétiques. Dans le cadre de cette démarche, l'ensemble des sites sensibles du ministère des Armées a été identifié afin que les mesures adaptées puissent être mises en œuvre. Et puis, comme je l'ai dit, l'important, c'est de pouvoir piloter au mieux, au plus près de la situation rencontrée par les différentes entités du ministère des Armées sur les emprises, et que chacun puisse trouver, dans le cadre de cette démarche, des actions adaptées. Donc, dans ce cadre-là, nous aurons un référent par emprise qui va être nommé, et puis une gouvernance à 2 niveaux. Dans le cadre du comité ministériel de l'énergie qui a été mis en place dans le cadre de la stratégie énergétique de défense, dans le cadre d'une gouvernance locale dans des comités mixtes eau-énergie,
et sur le site de Balard dans le cadre du CSB, du Conseil supérieur de Balard, puisque, y compris sur Balard, où on est sur un site déjà exemplaire d'un point de vue haute qualité environnementale, on peut encore mener un certain nombre d'actions pour limiter la consommation énergétique du site. Alors le plan, je ne vais pas vous décliner l'ensemble des mesures, mais c'est 24 mesures à effet immédiat, 15 mesures à effet 23-24, puisque, comme je vous l'ai rappelé, l'objectif, c'est bien 10% de consommation d'énergie en moins sur la période des 2 prochaines années. Beaucoup de ces actions sont des actions en déclinaison du plan gouvernemental, d'autres sont vraiment spécifiques au ministère des Armées et ou prennent une acuité particulière dans le cadre de la responsabilité qui est la nôtre. Je parle notamment, quand on parle d'abaisser la température des piscines à 25 degrés, on a 60 piscines en France, donc on voit qu'on est déjà un acteur extrêmement important en termes de nombre d'infrastructures qui vont être concernées. Quand on parle de baisser de moins 2 degrés la température des gymnases, là aussi, des gymnases, on en a partout sur l'ensemble de nos emprises. L'adaptation de l'organisation du travail, là aussi, c'est un sujet qui prend un regard particulier au regard du statut, que ce soit des ressortissants civils auxquels on peut, dans le cadre d'un dialogue social de proximité, avoir des actions adaptées sur la mise en place de télétravail, notamment pendant les jours éco-watts rouges. Sur les militaires, on est sur des actions différenciées qui dépendent aussi des missions opérationnelles qu'ils doivent réaliser. Dans le point qui ne sera pas en effet immédiat, mais en effet plutôt 23-24, on souhaite mettre en place un système de suivi de consommation amélioré sur l'ensemble de nos emprises, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Certaines emprises, comme le site de Balard, étant très fortement instrumentées et pilotables partie de bâtiment par partie de bâtiment. D'autres emprises, pour l'instant, nous étions sur des mesures collective à l'échelle de l'emprise, mais pas forcément sur une instrumentalisation fine à l'échelle du bâtiment. Donc, il y a une partie infrastructure, il y a une partie conditions de travail extrêmement importante, il y a un axe également mobilité, où là, on va en accélération de mesures qui avaient été portées dans le cadre de la stratégie énergétique de défense sur l'offre de services aux véhicules thermiques dans le dernier kilomètre, sur la mise en place d'un vélo ou un module de covoiturage professionnel interne au ministère des Armées pour des raisons de sécurité. Sobriété énergétique, là aussi, c'est de l'accélération de mesures. Là aussi, on s'adapte, on fera plutôt de l'audioconférence que de la visioconférence, on limitera les déplacements en réunion, on aura toute une politique d'achat qui va être accélérée, et là aussi en écho de la démarche service public éco-responsable, et puis toute une action assez importante sur la professionnalisation et la sensibilisation de nos 270 000 ressortissants au ministère des Armées, avec la création d'un réseau de référents, la mise en place de programmes de formation adaptés, la mise en place de défis de sobriété énergétique sur les emprises, et puis le développement d'un certain nombre d'éco-gestes pour lequel l'état-major des armées a diffusé, pas plus tard qu'au mois d'août, un guide sur les éco-gestes. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Et le plan vous sera et vous a été remis, je pense, par le service. Merci, Madame la Directrice. Y a-t-il des questions dans la salle pour commencer ? Et en audio ? Apparemment, pas de questions. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Nous allons passer au deuxième focus thématique de la journée, qui donc est consacré au symposium des marines du Golfe de Guinée. Et avant de donner la parole au contre-amiral Ray, je voudrais vous rappeler l'importance stratégique du Golfe de Guinée pour la France. Il l'est à plusieurs titres. Il l'est d'abord d'un point de vue démographique, puisqu'il y a 400 000 Européens, dont 80 000 Français, qui résident dans cette zone. Cette zone est également traversée par de nombreuses routes maritimes sur lesquelles circulent nombre de nos approvisionnements, dont 12% du pétrole consommé par la France. Et puis la région est enfin stratégique à titre militaire. Vous savez que nous disposons de forces en Côte d'Ivoire ainsi qu'au Sénégal. Malheureusement, le Golfe de Guinée, c'est aussi la région du monde la plus touchée par la piraterie et le brigandage dans les zones de mouillage d'attente ou en mer. Et donc, face à cette situation instable, la France continue de s'impliquer dans la sécurisation du Golfe, et je laisse le soin au contre-amiral Ray de vous le dire. Merci bien. Je suis content de vous retrouver. La dernière fois que j'ai pris la parole au point presse, il était 3 heures du matin pour moi.
Donc là, l'heure est plus confortable aujourd'hui, mais c'est vrai que j'étais dans le Pacifique. Je crois qu'on a prévu une vidéo d'1 minute 30 pour poser le sujet. Est-ce que ça peut passer ? Donc le golfe de Guinée, vous l'avez compris, est une zone à haut risque. Pêche illégale, piraterie, drogue, détournement de pétrole, tout ça appuyé et servant la criminalité organisée qui sévit dans cette partie du monde. Bon, la pêche illégale, quelques chiffres, c'est 50% des prises dans le golfe de Guinée qui sont illégales. Bon, ce sont bien sûr des estimations. Et donc c'est énorme, avec un secteur économique qui fait vivre 7 millions d'actifs. Hein, donc je parle de 7 millions de pêcheurs dans le golfe de Guinée qui les privent, cette pêche illégale, d'environ 1,2 milliard d'euros de revenus chaque année. Donc c'est un impact sur la pêche qui est bien sûr amplifié par les conséquences de la pollution et du réchauffement climatique sur la biodiversité. Donc clairement, sur ce volet pêche, il nous faut agir. Piraterie également, même si la diminution des chiffres est encourageante, nous avons eu ces dernières années de l'ordre d'une attaque, 2 attaques toutes les semaines, et cette dernière année 2021, une attaque toutes les semaines. C'est encore trop. Attaques qui ont lieu de plus en plus au large, donc avec des acteurs de plus en plus performants, qui débordent le Nigeria et les pays voisins, qui étaient le cœur de la piraterie dans le golfe de Guinée. La drogue aussi, le trafic en tout genre, mais en particulier la drogue. Un chiffre, entre 2019 et 2021, donc ces 3 dernières années, c'est 57 tonnes de cocaïne qui ont été saisies en Afrique de l'Ouest, ce qui nous donne une idée des trafics qui y sévissent. Enfin, le détournement de pétrole. Nos estimations au Nigeria, c'est 20% du pétrole extrait qui serait détourné. Donc on parle de 400 000 barils de pétrole par jour. Donc la sécurité du golfe de Guinée est un enjeu avec des conséquences, comme je le disais, par le crime organisé sur le continent. Donc les pays du golfe de Guinée que vous avez sur cette carte, qui sont au nombre de 19, se sont organisés autour de ce qu'on appelle l'architecture de Yaoundé pour faire face à ces fléaux et se regrouper pour lutter plus efficacement. Donc acteurs africains et également d'autres acteurs qui ont des intérêts dans le golfe de Guinée. Cette architecture a été mise en place il y a 10 ans.
Elle s'appuie sur une organisation de surveillance internationale avec un maillage de l'ensemble de la zone, définition de missions communes, pratique ensemble dans le cadre d'opérations communes, African Nemo, et de grands exercices communs, Grand African Nemo. Les 26 centres locaux qui seront présentés là par des points sur la carte sont coordonnés par 2 centres régionaux et qui utilisent un système d'information unique qui s'appelle YARIS, Yaoundé Architecture Regional Information System, donc qui a vocation à partager la situation locale sur l'ensemble de cette immense zone. Quelques exemples de ce que, à partir de cette architecture de Yaoundé, sur le terrain, les acteurs sont arrivés à faire. 2016, première opération African Nemo conduite par un patrouilleur ghanéen avec un contrôle d'un navire de commerce. En 2017, la marine sénégalaise mène une opération de lutte contre la pêche illégale dans sa zone économique. En 2019, l'attaque de nuit d'un navire devant Lomé est déjouée par les autorités maritimes togolaises qui conduisent l'ensemble de l'opération de bout en bout, y compris la phase judiciaire. Et vous savez que c'est une phase toujours délicate qu'il faut réussir, puisque vous pouvez saisir, mais si sur le plan judiciaire, votre affaire n'est pas bordée, vous n'avez pas les conséquences souhaitées de démantèlement de l'acteur illégal. En 2020, reprise de vive force par la marine du Nigeria d'un chalutier détourné par des pirates, renforcé par l'intervention des autorités ivoiriennes, et l'ensemble de l'opération a permis la saisie d'une cargaison importante de stupéfiants. En 2021, mon dernier exemple, des patrouilleurs sénégalais en lien avec le centre de Lisbonne, le centre anti-trafic de drogue de Lisbonne, et appuyés par des moyens français, saisissent 2 tonnes de cocaïne sur un yacht, la Rosa. L'intervention s'est déroulée totalement de nuit, à plus de 200 nautiques du port-base des acteurs, Dakar dans le cas présent. Malgré ces résultats encourageants, je dois reconnaître devant vous aujourd'hui qu'il y a besoin encore de progresser dans l'harmonisation de nos procédures. 19 États régionaux plus des acteurs extérieurs, donc il faut harmoniser nos procédures, standardiser nos formations pour arriver à une labellisation commune et s'améliorer encore sur la performance de la phase judiciaire. D'où la nécessité de se retrouver, c'est ce que nous allons faire la semaine prochaine, le 20 octobre, dans le cadre du symposium du Golfe de Guinée. Dans cette zone, la marine française intervient depuis de nombreuses années. Ça a été montré dans la vidéo, la mission Corymbe, qui a un rôle de présence de notre marine quasi permanente, défense des intérêts français. Il y a un volet, ça a été cité par le général, un volet protection de nos ressortissants, mais aussi coopération avec les partenaires africains pour la sûreté maritime. Donc la France agit à la demande des États riverains, parce que nous avons une expertise au profit de nos propres zones économiques exclusives. Je vous rappelle ce qu'on a fait au sud de l'océan Indien, dans les Kerguelen, où on a chassé les pilleurs de l'Égine, dans le Grand Sud. Même chose, les Blue Boats autour de la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sur une immense zone de 5 millions de kilomètres carrés, nous assurons l'étanchéité de nos zones économiques depuis des années. Pour améliorer le dispositif, je reviens au Golfe de Guinée, un certain nombre d'actions très concrètes conduites par la Marine nationale, la formation des marins des 19 marines concernées à bord de nos bâtiments. L'année dernière, 200 marins. Cette année, jusqu'à présent, plus de 311 pour être précis. Également dans les écoles qui sont sur le continent africain, de l'ordre de 500 à 700 marins du Golfe de Guinée qui sont formés chaque année. Bon, il y a bien sûr une baisse pendant la Covid. Des patrouilles communes, j'ai cité African Nemo, et le grand exercice annuel
Grand African Nemo, qui est un rendez-vous de sécurité maritime pour l'ensemble des acteurs, de façon à confronter nos tactiques de lutte, partager nos savoir-faire respectifs et perfectionner le niveau opérationnel de l'ensemble de ce dispositif de l'architecture de Yaoundé. Le Grand African Nemo, c'est un exercice qui est organisé autour des besoins exprimés par les marines locales sur l'ensemble du spectre de la sécurité maritime et sur l'ensemble de la zone, hein, donc du Sénégal à l'Angola. On y traite des sujets anti-piraterie, mais aussi contre la pêche illégale, les trafics illicites, la pollution maritime et le sauvetage en mer. La France est donc acteur, la Marine nationale est acteur dans ce domaine. Autre acteur, Marine nationale au service de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, le MICA Center de Brest, Maritime Information Cooperation and Awareness Center, donc qui est notre centre d'expertise français qui est dédié à la sûreté maritime, qui a été créé en 2016, qui a une vocation mondiale. Il y a une trentaine de personnes qui y servent. Et dans le cas du golfe de Guinée, ce centre fournit aux navires, aux armateurs et aux autorités locales les informations dont elles ne disposeraient pas directement sur place, en les alertant en cas d'incident, en transmettant les alertes par contact direct, soit au navire, soit à sa compagnie, mais aussi, bien sûr, au centre opérationnel de l'architecture de Yaoundé. Ce MICA Center fournit aussi chaque année un bilan annuel de la sécurité maritime, pas que sur le golfe de Guinée, mais sur ce golfe également, qui permet donc aux différents acteurs une meilleure appréhension de la situation de la zone. Et nous travaillerons jeudi prochain, le 20 octobre, sur ces données et également d'autres. Donc le symposium annuel des chefs d'état-major des marines du golfe de Guinée, jeudi prochain, à Paris, il s'agit de partager le retour d'expérience entre marines, de consolider notre approche commune et les réponses navales autour donc, de la piraterie, mais pas que. Nous allons travailler sur l'ensemble des enjeux sécuritaires de l'économie bleue. C'est la 6e édition depuis 2015. Cette année, donc à Paris. L'année dernière, c'était à Pointe-Noire. Le thème, les enjeux sécuritaires. 3 panels. Nous allons parler formation. Nous allons parler partage de l'information maritime. Et enfin, sécurité environnementale. Il devrait y avoir 160 participants. Il y aura 17 des 19 chefs d'état-major des marines du golfe de Guinée, les 2 autres étant représentés par leur numéro 2, et les 6 autorités de l'architecture de Yaoundé seront présentes. C'est donc un lieu d'échange et de partage des retours d'expérience. Ce sera ouvert par le nouveau secrétaire général pour la mer, M. Lallemand, et clos par le chef d'état-major de la marine, l'amiral Vendier. L'Europe sera représentée, puisqu'il y aura en particulier une conférence de M. Berlanga, le coordonnateur pour les présences maritimes coordonnées. En coopération au-delà des acteurs du Golfe, il y aura également les Américains, l'US Navy et les Coast Guard, le Brésil et la Royal Navy, qui sont des acteurs dans cette partie du monde. Le Togo devrait être le prochain pays hôte de ce symposium, donc l'année prochaine. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Amiral. Je vous livre aux questions. De la salle d'abord. Et s'il n'en a pas tant votre exposé était clair, y en a-t-il peut-être en audio? Négatif, pas de questions au téléphone. Donc après ces 2 focus thématiques, je cède la parole au colonel Pierre Gaudillère, porte-parole de l'état-major des armées, pour le point des opérations. Merci mon général, bonjour à tous. Un point sur la semaine des opérations et les annonces qui ont été réalisées notamment pour le ministre lundi soir. Et je vais commencer assez traditionnellement désormais par le renforcement sur le flanc Est pour réaffirmer la position et l'évolution
du dispositif sur le flanc oriental de l'Europe, des armées comme alliés fiables, crédibles et solidaires, pleinement engagés dans le renforcement de la posture de l'OTAN et qui contribuent activement aux missions de réassurance d'une part et d'autre part à la montée en puissance de ce dispositif avec des moyens adaptés, progressifs et réactifs dans une démarche ferme mais non escalatoire. Voilà pour l'introduction. Et on va passer aux activités de la force, en commençant par l'Estonie. Des exercices dévolus au détachement Lynx, nos soldats français donc intégrés au sein du Battle Group de l'Enhanced Forward Presence, l'IFP Battle Group, et qui poursuivent la coopération avec les alliés. Ainsi, du 17 au 14 octobre, le Battle Group a conduit un exercice qui s'appelle Bold Hussard au Central Training Area de Tapa. C'était un scénario de combat de haute intensité avec l'intégration de détachements britanniques et danois récemment déployés en Estonie. Il y a eu des phases défensives, offensives, de jour comme de nuit, et à noter la présence de chars Challenger britanniques et Léopard danois, des sapeurs spécialistes de l'aménagement du terrain, avec des opérations de minage et de contre-minage, la protection des hommes et des véhicules et de l'ouverture d'itinéraires, et puis des appuis au contact et des feux dans la profondeur, avec l'artillerie, l'infanterie débarquée, apte à évoluer dans un terrain qui est difficile, tel qu'une zone urbaine particulièrement imbriquée. Cet exercice Bold Hussard a aussi permis de garantir l'interopérabilité du bataillon multinational de l'OTAN avec la première brigade estonienne lors de la séquence d'élaboration d'ordre tactique, donc du C2, et des phases de déploiement dans la profondeur, la concrétisation de ces ordres, et de combinaison de capacités interarmes. En Roumanie, les soldats français de la mission Aigle poursuivent la coopération opérationnelle avec leurs alliés en Roumanie, afin, là aussi, de renforcer l'interopérabilité. À ce titre, le 5 octobre, sur le camp militaire de Chinku, une section française a été intégrée à la compagnie d'infanterie néerlandaise dans le cadre d'un exercice de combat en milieu ouvert et là aussi en milieu urbain. Les soldats ont conduit des missions d'infiltration et d'assaut en zone urbaine. Et la dernière phase d'exfiltration a été menée notamment grâce à l'appui des hélicoptères Socat de l'armée de l'air roumaine. Ce qui concerne le bataillon Aigle dans les prochaines semaines, c'est sa relève, et sa relève par des capacités renforcées, comme l'a rappelé le ministre lors de son audition devant la commission au Sénat. La France tient ainsi ses engagements de montée en puissance progressive depuis la projection du bataillon Fer de Lance en février dernier, le 28 février, dès après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et nous aboutissons bientôt donc, au déploiement d'un bataillon multinational de défense collective doté de chars Leclerc et de véhicules blindés de combat d'infanterie. C'est une valorisation qui est particulièrement pertinente dans le contexte rappelé par le ministre. Alors, à côté du déploiement de ces capacités, il faut bien des infrastructures pour les accueillir. Et c'est l'aboutissement aussi, en parallèle, d'un chantier qui a commencé en mai-juin de viabilisation et de construction d'un camp pour permettre l'accueil de ce bataillon et de ses capacités blindées. Et les travaux sont en passe d'être livrés. Et donc toutes les conditions sont réunies pour que les moyens matériels détaillés ici stationnent en Roumanie. Ce déploiement va s'échelonner encore une fois dans les prochaines semaines et à l'issue de ce point presse, l'armée de terre diffusera une note aux rédactions qui va détailler et se concentrer sur la préparation des unités pour l'acheminement, pour leur acheminement du matériel et du personnel vers leur lieu de déploiement. Et je serai prêt à répondre plus en détail sur la question du déploiement lui-même dans les questions.
Le ministre a aussi rappelé que cette valorisation, ce renforcement de capacité s'illustrera également en Estonie, avec une compagnie d'infanterie légère, là aussi, qui relève la compagnie présente, avec des véhicules à haute mobilité, en gros des véhicules dont les capacités, des chenilles notamment, permettent de se mouvoir plus facilement dans les conditions hivernales. Il y a aussi un déploiement en Lituanie qui est annoncé pour la fin de l'année dans le cadre de la défense du ciel ou police du ciel au profit de l'OTAN, toujours, avec un plot Rafale qui est comparable au plot Mirage 2000 qui avait été déployé entre le 1er mars et le 5 août en Estonie. Et cette fois-ci, les Rafales iront en Lituanie. Toujours pour les missions aériennes, les Rafales et les ravitailleurs de l'armée de l'air et de l'espace continuent d'assurer, entre ces deux déploiements, depuis la France, leur mission de surveillance et de défense aérienne sur le flanc est de l'Europe. Ces opérations aériennes sont placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN et s'effectuent en coopération avec nos alliés présents dans le ciel européen. Ils participent également à des exercices interalliés de niveau avancé, montrant ainsi la parfaite interopérabilité de la France avec ses différents partenaires. Et par exemple, dans ce cadre, du 6 au 12 octobre, ont été menés un exercice allié dans les pays baltes avec 2 Rafales, 2 Typhoon britanniques et 2 Gripen roumains, opposés dans le scénario à 2 Eurofighters allemands. Il y a eu aussi une mission AWACS, un E3F français, de détection et de contrôle, qui a conduit une mission de détection et de contrôle, donc en Estonie et en Pologne, avec un ravitaillement par un C-135, là aussi français. Je n'oublie pas les moyens maritimes dans ce renforcement du flanc est de l'Europe, avec le chargeur de mines tripartite, Pégase, un bâtiment de commandement et de ravitaillement, le BCR Somme, et un sous-marin nucléaire d'attaque qui participe depuis le 3 octobre à l'exercice britannique Joint Warrior. Cet exercice, qui a lieu du 1er au 12 octobre, a pour ambition de tester la composante maritime de la NRF, NATO Response Force, et elle rassemble plus de 11 000 militaires des pays de l'Alliance, 45 navires, 30 aéronefs, intégrant notamment le SNMG 1 et 2, Standing NATO Mine Countermeasure Group 1, pardon, Standing NATO Maritime Group 1 et le Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, SNMC MG1 pour les amateurs d'initiales. Le scénario est une lutte multimilieu et multichamp, plus spécifiquement orientée vers la lutte anti-surface et asymétrique. Pour la Méditerranée centrale, là aussi, renforcement de l'interopérabilité interalliée avec une activité de coopération opérationnelle bilatérale qui s'appelle Hippocampe 22, du 3 au 7 octobre au large de la Tunisie. Le PHM, donc patrouilleur de haute mer, commandant du coin, et un avion de surveillance maritime Falcon 50 ont été déployés aux côtés des patrouilleurs OPV, Sifax et PLM Carthage et un hélicoptère SH-60, tous tunisiens. L'objectif de cette coopération visait à consolider l'interopérabilité entre les unités des marines tunisiennes et françaises, ainsi que leur niveau opérationnel dans les domaines de l'action de l'État en mer et de la sécurité maritime. En mer du Nord, renforcement là aussi de la coopération interalliée avec le chasseur de mines tripartite Cefé, qui a terminé sa relâche opérationnelle à Oslo du 30 au 5 octobre. Cette escale a été l'occasion de présenter à un expert en guerre des mines de l'état-major de la marine norvégienne les capacités du CMT. Participe à l'approfondissement des relations interalliées et bilatérales. Et dès ce mercredi soir, le CFE a repris la mer pour effectuer une patrouille en mer Baltique. En Afrique, l'intensification du partenariat militaire opérationnel avec les partenaires sahéliens se poursuit.
Les PMO, donc partenariats militaires opérationnels, se poursuivent notamment sur la base aérienne projetée de N'Djamena, avec des formations de guideurs aériens tactiques avancés, GATA, au début de cette semaine, au profit des forces armées du Niger et de l'armée nationale tchadienne. Elle est dispensée par des contrôleurs aériens tactiques avancés, Joint Terminal Attack Controller, JTAC, et cette formation a pour objectif de qualifier les militaires des armées partenaires afin de leur permettre de coordonner un appui-feu depuis une plateforme soit nationale, qui leur est propre, ou bien française. Donc vraiment un gage d'interopérabilité, là encore. Au Sahel, la poursuite de la lutte contre les groupes armés terroristes, avec depuis le 25 septembre le groupement tactique interarmes au Niger, qui conduit une opération de partenariat de combat avec ses homologues nigériens dans le nord-ouest du Niger contre les GAT. Cette opération a également pour but de soutenir les actions d'aide au développement et de rassurer la population durant les premières récoltes qui ont lieu. Pour les forces françaises à Djibouti, un bilan des patrouilles maritimes de l'Atlantique 2 qui a été engagé du 18 au 13 octobre sur la base aérienne 188 de Djibouti, en effectuant 12 vols opérationnels. D'abord des vols de patrouille maritime en mer Rouge pour affiner la connaissance de la situation, l'appréciation de la situation maritime, et également en soutien de l'opération de l'Union européenne Atalante afin de lutter contre la piraterie et les trafics illicites dans la Corne de l'Afrique. Enfin, l'ATL2 a également conduit des missions d'opportunité, des Surface Combat Air Patrol, SUCAP, la protection notamment du passage de la Task Force 55 américaine dans le détroit de Bab el-Mandeb. L'ATL2 a aussi accompagné la frégate de type Lafayette Guéprat lors de son passage dans le détroit et une mission commune avec la frégate légère furtive Aconite sous Atalante, là aussi, en coordination avec un P3 espagnol, P3 Orion, aussi un avion aux capacités analogues. Dans le golfe de Guinée, je vais vraiment aller très très rapidement, l'amiral en a amplement parlé. Une relâche opérationnelle au Togo pour le Germinal dans le cadre de l'opération Corimbe et qui a conduit à des entraînements conjoints avec les marins togolais à la plongée et des assauts sur le Germinal à la mer, puis à quai par des fusiliers marins commando togolais. L'exercice Grand African Nemo, je ne reviens pas dessus. Encore une fois, le briefing précédent vous en a amplement parlé. Vendredi 7 octobre, le porte-avions hélicoptère amphibie Tonnerre a appareillé de Toulon en direction du golfe de Guinée dans le cadre de l'opération Corimbe. Au Proche et Moyen-Orient, plusieurs activités. D'abord au Liban, avec la Force Commander Reserve, qui a mené une trentaine de patrouilles conjointes avec les forces armées libanaises dans toute l'ère de l'opération de la Finule. Et par ailleurs, une patrouille conjointe a été menée entre le contingent italien et la compagnie finlandaise de la FCLR dans le cadre d'une Familiarization Deployment, FAMDEP, de 3 jours. Pour Chamal, encore de 12 sorties réalisées par les Rafales de la base aérienne projetée au Levant, qui couvrent l'ensemble des spectres des missions aériennes au profit de la coalition OIR, de la défense et de la surveillance de l'espace aérien, de la prise d'alerte de Close Air Support, d'appui-feu, et des missions de reconnaissance menées au Moyen-Orient. Pour les forces françaises aux Émirats arabes unis, des patrouilles maritimes contre l'insécurité en mer. On a déjà parlé de la frégate Lafayette Aconite, qui poursuit son déploiement en océan Indien, en soutien direct de l'opération de l'Union européenne Atalante dont je viens de parler. Elle a également fait le 5 octobre un exercice d'opportunité en mer, PASEX, avec une frégate espagnole, la Numancia, qui comprenait notamment des manœuvres d'aviation croisée, des assauts des forces spéciales sur l'Aconite et un établissement de liaison de données tactiques sécurisé. Et depuis le 9 octobre, la frégate de surveillance Nivose mène des patrouilles en soutien direct de la CTF 150
l'une des forces opérationnelles multinationales composant les Combined Maritime Forces, toujours dans le but de renforcer la sécurité maritime de la région. Enfin, dernier point d'actualité pour les FFEAU, Forces françaises aux Émirats arabes unis, le renforcement de la coopération bilatérale avec les Émiriens, dans le cadre, là aussi, d'un partenariat militaire opérationnel entre les forces françaises aux Émirats arabes unis et les forces françaises armées émiriennes, les forces armées émiriennes. Le 5e régiment de cuirassés participe à l'exercice d'Abal Jabal, qui vise à renforcer les compétences techniques et tactiques des Émiriens dans le domaine du combat en montagne. Et cet exercice se poursuit jusqu'au 25 octobre dans les régions de Ras Al Khaimah et Massafi. J'ai terminé ce tour rapide des opérations et je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour, Myriel Descraffré, indépendant. Je avais quelques petites questions. La première, je voulais savoir combien il y avait de chars dans l'escadron qui seraient déployés, parce qu'on lit pas mal de choses, on a du mal à s'y retrouver. Et puis, est-ce que vous pourriez donner un peu plus de précision sur les annonces qui ont été, alors si j'ai bien suivi, faites à la fois par Sébastien Lecornu et reprises par le président hier, sur les livraisons potentielles de systèmes de défense antiaérien. Le président a notamment mentionné dans son émission des systèmes contre les drones, donc j'imagine que ce n'est pas des Crotales. Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Merci beaucoup. Je vais commencer par la deuxième question, parce que c'était la question qui a été posée tout à l'heure au général Gravette. Alors, nous ne commentons ni les cessions, ni les livraisons potentielles en soutien aux forces armées ukrainiennes. Néanmoins, ce que les derniers jours ont rappelé, c'est le caractère essentiel de la protection et de la maîtrise de la troisième dimension dans ce conflit. Les 2 derniers jours, enfin dimanche et lundi notamment, ont vu un nombre de bombardements et d'attaques par missile air-sol qui n'avait pas eu de comparaison depuis les premiers jours de l'invasion. Et donc c'est ce que le président de la République a rappelé, l'intensité, et notamment dans ce secteur-là, était particulièrement importante. Et c'est pour ça, en l'occurrence, que notre contribution, alors là, à ce type de défense, et donc c'est les opérations des armées françaises, elle se traduit par, en Roumanie, le détachement d'une batterie Mamba, depuis mi-mai à peu près, qui correspond déjà à l'intégration de la protection des forces de l'OTAN dans la région, donc sous commandement OTAN, et qui fait de la protection anti-aérienne et anti-missile, à la fois des forces françaises de la base de Kapou-Midia, d'ailleurs, belge à l'époque, et également le port stratégique de Constanța, qui est à côté. Donc c'est bien pour vous dire que ce caractère particulier de défense est essentiel dans le conflit que nous observons. Si vous me permettez, j'ai cité Crotal parce que c'est une information qui est apparue chez mon confrère. Je me serais pas... Voilà, donc... bon. Mais je ne peux pas la confirmer. Voilà. Pour le nombre de chars Leclerc, pardon, un escadron, c'est une dizaine de chars, à peu près, 10, 12. Et alors, je laisserai l'armée de terre, dans les prochains jours, vous détailler comment est-ce que ça se passe sur le terrain. Mais voilà, on est aux alentours d'une dizaine de chars. Et là encore, ce sont des structures qui sont modulaires et qui s'adaptent finalement au contexte du terrain. Voilà. Pascal Samama, BFM Business. L'Allemagne a constitué avec 14 pays membres de l'OTAN un bouclier du ciel européen. J'aurais aimé savoir le retour, ce que la France en pensait, enfin ce que le ministère des Armées en pensait en tout cas, et quel impact ça aurait justement sur la cohésion européenne.
La France ne fait pas partie, bien sûr, de ce cercle. La France ne fait effectivement pas partie de ce cercle, mais les annonces politiques qui ont été réalisées des deux dernières soirées confirment notre plein engagement dans le soutien à l'Ukraine. Il y a différentes initiatives qui proviennent de pays d'Europe depuis le début de ce conflit, l'important étant de délivrer. Y a-t-il des questions en audio? Oui, bonjour. Il y aurait des questions, s'il vous plaît. Élise Vincent du Monde. Bonjour madame. Oui, on vous entend très bien. Bonjour, désolé que ma voix est raillée toujours. Auriez-vous des commentaires à faire sur la définition qu'a donnée hier le président de la République sur la dissuasion et la réponse qui pourrait éventuellement amener à un tir d'armes nucléaires tactiques en Ukraine? Alors, je crois que j'ai reconnu la voix de Madame Élise Vincent. Oui, c'est ça. Les armées françaises ont la mission permanente de dissuasion et la communication sur le sujet relève du domaine du président de la République. Merci. Une autre question en audio ou dans la salle? Peut-être encore une précision sur le camp de Tchinchou en Roumanie. Est-ce que vous pouvez préciser exactement où on en est dans l'aménagement? Merci. Tout à fait. Le détachement du génie qui a commencé les travaux a été déployé mi-juin à peu près sur ce camp. Encore une fois, les travaux sont en passe d'être terminés pour accueillir les premiers éléments du bataillon constitué, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va relever le GTIA actuel. Donc, début novembre, tout sera prêt. Donc, à ce stade, il n'y a pas de militaires français sur cette base de Tchinchou. Ils sont encore à Constanța. Ah non, le GTIA français est à Tchinkou. D'accord, très bien. Voilà. Il y a-t-il encore des éléments à Constanța? Est-ce qu'il y a des éléments à Constanța? Oui. C'est ça votre question? Non. Oui, j'avais en mémoire qu'un petit plot logistique devait y rester. Il y a effectivement un échelon de soutien national oui, qui s'occupe de logistique, et je vérifierai si certains de ces éléments restent à Constanța. Je n'ai pas l'information là. Merci. Merci beaucoup, mon colonel. S'il n'y a plus de questions, je laisse encore de l'espace au cas où il y aurait des remords. S'il n'y a plus de questions, se clôt ainsi ce 17e point de presse. La semaine prochaine, le focus thématique sera, sauf actualité majeure, consacré à la garde nationale et à la montée en puissance des réserves. Je vous souhaite une bonne fin de journée.